Merci de nous recevoir chez vous pour la première fois en 2020 dans le cadre de cette émission. Madame, Monsieur, vous le savez, l'année 2020 a été décrétée comme étant une année de l'action par le président de la République. Confère son discours, son tout premier discours, je vais bien dire, à l'État devant les deux chambres réunies en congrès. Alors, cette émission fera bien entendu un bilan sur ce qu'a été l'année 2019. Question de pouvoir soulever des grandes décisions qui seront actionnées en 2020. Alors, nous recevons à cet effet Maître Jean-Claude Katende, président de l'Azado. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Première question, Maître, comment est-ce que l'Azado analyse l'année 2019? Oh là là. Sur le plan politique. Je dois d'abord vous remercier pour l'invitation et en même temps, pour répondre à votre question, je dois dire que pour nous, l'année 2019, c'était une année de transition. De transition à tous les niveaux parce que nous venions d'avoir un nouveau président qui n'avait jamais travaillé précédemment dans l'administration publique, donc qui prenait le pays pour le comprendre, mais en même temps pour apprendre. Et donc, c'était une année de transition marquée principalement par l'avènement de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays grâce à la pression exercée par le peuple congolais sur M. Joseph Kabila, qui, à la fin, a pu céder ce pouvoir. Ça veut dire, en d'autres termes, que même si nous disons que c'était une passation pacifique du pouvoir, mais c'était quand même une passation entourée de sang de Congolais. Et donc, l'événement le plus important dans l'année 2019, c'est cet avènement de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays et toutes les décisions qu'il a prises, notamment pour libérer les prisonniers politiques, pour fermer les cachots que moi je qualifie de clandestins, en même temps aussi pour donner cette occasion aux enfants congolais d'accéder à l'éducation gratuitement, sans oublier qu'il y a un certain nombre de problèmes par rapport à cette gratuité qu'il faut souligner. Et je pense que le président de la République en est conscient et les personnels ou les partenaires de l'éducation comme l'Église catholique en sont aussi conscients et ils travaillent pour que cette décision puisse réussir. Très bien. Mais en même temps, l'année 2019 a été aussi marquée par plusieurs cas de détournement des fonds de l'État, les fonds appartenant au peuple congolais, mais en même temps aussi par beaucoup de cas de corruption autour desquels nous avons senti trop peu l'engagement de la justice en République démocratique du Congo. Sans oublier qu'il y a eu aussi plusieurs d'autres événements qui ont fait souffrir les Congolais, notamment tous ces bateaux pirogues qui ont chaviré dans certaines rivières et lacs de la République démocratique du Congo, sans oublier les inondations qui ont tué les gens à travers le pays, mais sans oublier surtout la situation de Béni, qui est une situation très préoccupante pour tous les Congolais. Et c'est pour ça que nous disons que garder le silence sur la situation qui se passe à Béni est un crime. Et donc nous devons nous mobiliser pour exiger la paix à Béni. Très bien. Alors, c'était une question transversale, mais soyons directs. Quelle est la note que vous pouvez attribuer au chef de l'État sur 10? Quelle est la note que vous pouvez attribuer au chef de l'État justement par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure? Mais comme je disais que c'est une année de transition, une année qui lui permet... D'ailleurs, lui-même, il va dans le sens de ce que nous disons. Est-ce que pendant l'année 2019, il n'a pas mené d'action? Les actions ont été faites. Mais pourquoi a-t-il baptisé l'année 2020 l'année de l'action? C'est tout simplement parce que cette première année
lui a permis d'apprendre et de comprendre le Congo. Voilà. Et maintenant, en fonction des informations qu'il a, il peut agir. Mais nous n'avons pas à dire que M. Félix Tshisekedi a été élu à la tête de la République démocratique du Congo pour apprendre et comprendre. Non, il a été élu pour agir en faveur des Congolais, pour que, de par son action, comme l'action de son gouvernement, que le bien-être des Congolais soit amélioré. C'est pour ça que l'action que nous attendons du président de la République et de son gouvernement va dans ce sens-là. Et donc, je dirais tout simplement que pour cette première année de transition, M. Félix Tshisekedi a 5 sur 10. 5 sur 10, très bien. Alors, sur le plan politique, d'ailleurs, je rappelle que vous avez été parmi les acteurs principaux dans la rédaction des listes des prisonniers devant être libérés. Ça a été fait. Vous êtes activiste des droits de l'homme. Lorsque vous avez un président de la République comme M. Félix, qui commence d'abord par vider les recommandations de l'accord de la Saint-Sylvestre, volet des crispations politiques, quelque part, il met les ONG des droits de l'homme à genoux. Vous n'avez plus des cas de violation des droits de l'homme à documenter. Non, je pense personnellement que le travail des organisations de droits de l'homme va au-delà du simple fait de dénoncer. Voyez-vous, nous avons principalement le travail de documenter tous les cas de violation de droits de l'homme et tous les cas de mauvaise gouvernance qui se manifestent dans notre pays pour les porter à la connaissance du public au niveau national comme au niveau international. Ça, c'est notre travail. Au-delà de ce travail, nous avons aussi la vulgarisation de lois de la République démocratique du Congo comme des normes internationales relatives aux droits, à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Donc notre travail va au-delà, n'est-ce pas, du simple fait documentation. Du simple fait de dénonciation. Et aujourd'hui, les cas de violation des droits de l'homme continuent à se commettre. Mais ce n'est pas avec la même ampleur que quand la police était impliquée dans les violations des droits de l'homme à un haut niveau, quand l'ANR était impliquée, quand l'armée était impliquée. Je pense que nous devons reconnaître que la présence de M. Félix Tshisekedi a créé une détente par rapport d'abord à la sécurité de nous-mêmes, les défenseurs des droits de l'homme. Parce qu'il arrivait toujours que tous les jours, quand tu es chez toi à la maison le soir, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller en vie pour continuer ton travail parce que les menaces pesaient sur les défenseurs des droits de l'homme à tous les niveaux. On prenait trop de risques, mais on est content que les risques que nous avions pris en son temps aient conduit à l'alternance que nous avons aujourd'hui. Une alternance qui est effective, même si elle ne nous satisfait pas à tout point de vue, parce que nous aurions souhaité que le président de la République ait non seulement la présidence de la République, mais aussi l'Assemblée nationale pour lui permettre de manière libre de pouvoir mettre en œuvre son plan d'action, son programme. Donc, à tout point de vue, les organisations de droits de l'homme restent très importantes dans un pays. Voyez-vous, aux États-Unis, les pays qui sont plus avancés en démocratie que la République démocratique du Congo, en France, en Belgique, il y a toujours des organisations de défense des droits de l'homme. Mais pour qui travaillez-vous? Pour le peuple congolais ou c'est pour les bailleurs de fonds qui vous financent? Vous savez, ce n'est pas comprendre le travail de défenseurs des droits de l'homme. Le travail que nous faisons est très important. Et nous avons toujours insisté pour dire que le seul régime qui puisse assurer la protection de tous les Congolais, que vous soyez au pouvoir, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, c'est le régime démocratique. Parce que le pouvoir a des pieds. Aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi qui a le pouvoir. Demain, ça peut être vous qui deviendrez président de ce pays. Après-demain, ça peut être moi.
Ça veut dire qu'il ne faut pas que nous soyons dans un régime où quand un camp perd le pouvoir, il devient la cible du camp qui a le pouvoir. Voyez-vous? C'est pour ça que nous disons que le travail des défenseurs des droits de l'homme est important. Je vous donne le cas de monsieur, le professeur Modeste Bahati, qui était dans les FCC, avec tous les privilèges et protections. Au jour où il demande, où il prend la décision de se libérer du FCC, il y a tous ces problèmes qu'on est en train de lui créer. Et dans ce cas d'espèce, ce sont les organisations de droits de l'homme qui l'accompagnent. Ce sont les médias qui l'accompagnent. Donc vous voyez que si hier il n'avait pas besoin de nous, aujourd'hui il a besoin de nous. C'est pour vous dire que le travail que nous faisons, c'est un travail qui est profitable à toutes les classes sociales en République démocratique du Congo. Et donc, si la question des financements qui sont obtenus par les organisations de droits de l'homme pose problème, je pense que c'est le gouvernement congolais qui reçoit beaucoup d'argent des partenaires internationaux. Et les organisations de droits de l'homme que nous représentons ne touchent que des miettes. Alors, si le problème est au niveau du financement que nous obtenons, et si, à cause du financement, nous devenons des agents des Occidentaux, je pense que les premiers agents des Occidentaux qui reçoivent beaucoup d'argent, ce sont les membres du gouvernement. Si c'est ça la logique. Alors, ce n'est pas ça le vif du sujet, c'était une relance. Tout à l'heure, vous avez dit que l'alternance, puisque ça fait partie de 2019, a été obtenue sous pression du peuple congolais, qui en est d'ailleurs l'artisan. Mais lorsque, pour les 1 an de cette alternance, M. Félix et son prédécesseur sont affichés sur un billet appelé collector, vous ne voyez pas que ce sont eux les principaux acteurs de cette alternance, comme certains les disent? Je pense que la majorité de notre peuple croit fortement que c'est le peuple congolais qui est l'artisan de l'alternance que nous avons connue l'année passée. Ce n'est même pas la Constitution? Mais si vous parlez de la Constitution, le maître de la Constitution, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a décidé des options qui sont dans la Constitution et qui l'a mise à la disposition de la République. Ça veut dire en d'autres termes que c'est vrai, le président Félix ne peut pas parler comme nous parlons. Nous avons la liberté de parole parce que nous n'avons pas d'engagement avec qui que ce soit. Mais nous savons tous que l'ancien président Joseph Kabila n'avait aucunement l'intention de quitter le pouvoir. Mais pourquoi parlons-nous de Rossi Mukendi? Pourquoi parlons-nous de Kapangala? Pourquoi parlons-nous de tous ces gens qui ont été tués de 2015 à 2018? C'est effectivement parce qu'il y avait un homme qui croyait qu'il allait rester éternellement le président de la République. M. Kabila avait pris l'engagement en promulguant la Constitution de la République démocratique du Congo de quitter le pouvoir au délai fixé par la Constitution et après 2 mandats. Il ne l'a pas fait. Il est resté encore au pouvoir pendant 2 ans. Et il croyait que, comme il a maté tous les autres Congolais, le peuple congolais dans son ensemble allait céder à ses caprices. Ce n'était pas de sa faute, il y avait un accord qui l'autorisait. Non, avant qu'on en arrive à l'accord, M. Kabila n'avait pas respecté les échéances qui lui étaient imparties par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et ça, nous devons le reconnaître. Et donc, c'est grâce à la pression nationale et la pression internationale que M. Kabila était obligé d'organiser les élections dans les conditions que tous nous connaissons, avec toute la manipulation qui a entouré ces processus électoraux, et nous avons les résultats que nous connaissons tous. Et vous allez vous rappeler que quelques heures après la tenue des élections présidentielles et législatives en 2018, j'ai été le premier Congolais à demander que ces élections soient annulées.
parce qu'elles étaient entourées d'irrégularités telles qu'on ne pouvait pas arriver à la vérité des urnes qu'on réclame aujourd'hui. Parce qu'un processus aussi calamiteux, un processus aussi piégé ne pouvait pas amener à des résultats qui reflètent effectivement la volonté du peuple congolais. Donc, c'est pour cette raison que nous estimons que M. Kabila, c'est vrai, il a passé la main, mais cette main n'a pas été passée de manière libre. Mais aujourd'hui, voir M. Félix Tshisekedi et M. Kabila affichés sur ce billet, je pense que d'abord, il est important qu'on sache qu'il y a des gens qui méritent d'être sur ce billet. C'est notamment M. Kasavubu, notre ancien président, M. Patrice Emery Lumumba, notre ancien Premier ministre, M. Mobutu Sese Seko, notre ancien président, M. Laurent Désiré Kabila, notre ancien président. Sans oublier qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont montré aussi une bravoure particulière par rapport à la situation du pays. C'est comme M. Mamadou Ndala, dont on aurait souhaité que l'effigie soit sur les billets des banques congolais. Il y a M. Mbouzamabe, il y a M. Baouma, qui se sont en fait distingués pour la protection de ce pays. Alors pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Mais parce que d'abord... Ils ont accompli parce que d'abord les deux sont vivants. Les deux sont vivants. Il faut qu'ils attendent la mort. Nous allons les honorer quand ils seront morts. On mettra leur effigie sur la monnaie. Ça, c'est de un. De deux, je pense aussi que le peuple congolais dans son ensemble ou dans la majorité n'accepte pas que l'alternance a été le fruit des efforts pacifiques. Il y a eu des gens qui sont morts. Et je pense que ceux qui méritent d'être sur les billets, sur ces billets des banques, parce que M. Félix Tshisekedi est devenu président grâce au sang des Congolais. C'est ce sang qui a poussé M. Kabila à quitter le pouvoir. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas mettre les deux présidents, celui qui est au pouvoir et celui qui est parti, sur les billets en démontrant comme si la passation pacifique du pouvoir était totalement sans le sang des Congolais. Je ne dis pas qu'ils ne les méritent pas. Je pense tout simplement que pour ces cas d'espèce, je crois que ce billet, beaucoup de Congolais vont les boycotter parce qu'ils ont dit que c'est un billet sans valeur faciale, mais que les gens pouvaient se le procurer pour le garder à la maison. Nous ne les ferons pas. Et je demande à beaucoup de Congolais de ne pas l'acheter. Il faut qu'on nous imprime des billets des banques avec l'effigie de Rossi Mukendi, de Kapangala, de tous ces jeunes gens qui sont morts pour que l'alternance puisse avoir lieu. C'est ma conviction et je pense que ces jeunes gens, ils le méritent. Alors, le 24 janvier, ça sera la première fête de la première alternance. Il y a un budget colossal qui sera annoncé pour l'organisation de cette manifestation. Ça rentre, selon vous, dans le cadre des scandales financiers qui ont aussi caractérisé l'année 2019? Oui, je pense que pour un pays qui n'a pas de ressources, comme la République démocratique du Congo, qui fait face à des problèmes importants, comme la gratuité de l'enseignement, l'avenir d'une nation, c'est sa jeunesse. Nos enfants sont l'avenir de cette nation. Et nous avons dit que c'était une bonne chose que le président de la République ait décrété la gratuité de l'enseignement. Mais nous voulons un enseignement de qualité pour qu'on n'ait pas au Congo des jeunes qui finissent l'université et qui ne sont même pas capables d'écrire le nom de quelqu'un d'autre. Et il y en a beaucoup. Ce n'est pas de cette éducation dont nous avons besoin. Et pour avoir l'éducation de qualité, il est important que les professeurs, les enseignants soient bien payés. Soient bien payés. Et vous avez appris qu'il y a plusieurs enseignants qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Or, le salaire a un caractère alimentaire. Refuser de payer le salaire de quelqu'un, c'est de le condamner à la mort. Et je ne peux pas m'imaginer un seul instant
que nous ayons des dirigeants politiques qui dilapident les fonds qui peuvent être nécessaires pour l'éducation de nos enfants, pour entretenir les enseignants, pour assurer le fonctionnement des écoles dans une fête d'une journée, parce que tout simplement, il y a eu passation de pouvoir. Messieurs, je dois vous dire que en 2023, nous aurons soit le président Félix Tshisekedi qui sera réélu, ou nous aurons encore un autre président qui sera élu. Il y aura encore l'alternance. On va fêter encore ça? On va fêter encore ça? L'alternance, c'est une réalité politique consacrée par notre Constitution. Il y a aussi un caractère historique. Oui, ça a un caractère historique, mais pas pour qu'on dépense autant d'argent qui peuvent servir à la paix à l'est de la République démocratique du Congo, à payer les militaires, à payer les policiers, à intervenir pour que toutes ces personnes victimes de la guerre qui ne dit pas son nom à l'est de la République démocratique du Congo soient mises dans de bonnes conditions. Vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a eu des inondations à Kinshasa. Non seulement à cause de la faute de la population, mais aussi à cause de la faute de l'administration. Parce qu'on a loti même à des endroits où il ne fallait pas le faire. Et donc, cet argent peut servir à ça. Nous avons besoin de dirigeants politiques qui soient raisonnables. On ne peut pas accepter qu'un groupe d'individus se mettent ensemble, dansent, boivent, se réjouissent aux frais de l'État congolais avec 6 millions de dollars américains, tout simplement à cause de l'alternance. On doit savoir choisir les priorités. Et je crois que là, le président Félix Tshisekedi et les membres de son gouvernement ont choisi une mauvaise priorité. Dieu merci que le président de la République soit revenu sur cette décision et ait demandé à ce qu'on fasse des festivités sobres. Mais même là aussi, le gouvernement n'est pas transparent. Ils ont dit qu'ils vont réduire le montant, mais nous voulons qu'on nous montre le budget. Si M. Félix Tshisekedi est venu pour que la gouvernance change, mais nous avons besoin aussi de la transparence, qu'on nous dise c'est combien qu'ils vont dépenser pour cette activité et quelles sont les rubriques. Voilà comment fonctionne la République, voilà comment fonctionne la transparence. Et nous avons besoin de voir qu'il y a une démarcation entre la gestion du président Félix et celle de M. Kabila, où on ne comprenait rien, où l'opacité était totale. Très bien. Alors, Maître Jean-Claude Katende, vous avez été excellent. Nous abordons cette fois-ci la deuxième partie de cette émission consacrée au scandale financier en RDC. D'abord, vous êtes parmi ces acteurs qui sont actifs sur les réseaux sociaux. À chaque minute, vous êtes en train de dénoncer les 15 millions de Congolais, les 200 millions de Congolais, pour ne citer que ces montants qui se seraient, je ne sais pas moi, entre les mains des tourneurs, à qui vous avez souhaité d'ailleurs la bienvenue en 2020. Apparemment, vous donnez l'impression de quelqu'un qui prêche dans les déserts. Parce que depuis 2019, vous n'êtes pas entendu. Je dois vous dire une chose. Les changements, c'est un travail de longue haleine. Et il faut avoir des énergies intellectuelles, spirituelles et physiques pour faire ce travail et aboutir au changement. Si vous regardez la gouvernance de M. Joseph Kabila, les 18 années dernières, ces années étaient marquées aussi par des scandales en termes de violation des droits de l'homme, en termes des scandales économiques, mais aussi financiers. Mais la stratégie de Kabila était laquelle? C'était de vous faire parler. Il y a un scandale, tous les journalistes s'emballent, les associations s'emballent, les politiciens s'emballent, mais ils savent qu'à un moment donné, ils vont se fatiguer et ils vont oublier. Les massacres de Maluku, les fosses communes de Maluku, on a oublié. On a tourné la page. Même les enquêtes entrepôt, CENI, consort. Voilà, entrepôt, CENI. On a tourné la page. Personne ne s'y intéresse, mais on n'a jamais eu les résultats.
C'est cette manière de travailler, M. Joseph Foutila, qu'il faut absolument changer si nous voulons obtenir des résultats. Et nous avons compris ça. Nous avons compris que si nous lâchons, c'est leur stratégie de nous fatiguer sur un long temps pour qu'on lâche et qu'ils continuent. C'est pour ça que j'ai pris la décision personnellement de dire l'affaire 15 millions, c'est mon petit déjeuner du matin. Chaque matin, quand je me réveille, mon premier tweet que je fais, mon premier post que je fais, c'est sur les 15 millions. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va se faire. Mais est-ce que vous êtes lu? Vous êtes lu par ces gens-là? Et je suis content, monsieur Joseph Foutila, de constater que beaucoup de jeunes des mouvements citoyens, comme aussi d'autres compatriotes, ont emboîté le pas. Et il y en a plusieurs qui font la même chose. Et je dois vous dire que nous sommes énormément lus et énormément écoutés. Le fait que les gens ne réagissent pas, cela ne signifie pas qu'ils ne nous lisent pas et qu'ils ne nous entendent pas. Je dois vous dire que j'étais quelque part un ami qui travaille avec quelques autorités actuelles m'a dit, mais est-ce que tu sais que tes tweets sur les 15 millions nous dérangent beaucoup? Ça, c'est une personne qui a eu l'occasion et le courage de m'en parler. Mais il y en a d'autres qui prient tous les jours pour qu'on arrête de tweeter sur ça. Et je t'assure, je vous assure que nous n'allons pas le faire. Nous allons continuer. Mais maintenant, puisque l'affaire se trouve au niveau de la justice, pourquoi ne pas attendre les enquêtes de la justice? D'ailleurs, vous êtes un homme des droits. Les enquêtes peuvent prendre le nombre de temps que cela peut... ça finira toujours par aboutir. Pourquoi ne pas attendre la sentence de la justice? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous, les Congolais, nous ne comprenons pas. La justice est rendue au nom du peuple congolais, dont je suis un des éléments. Ça veut dire que, quelque part, la justice est aussi rendue à mon nom. Quelque part, ça veut dire que je suis propriétaire aussi de cette justice. Et en tant que propriétaire d'une maison, et ici dans les cas d'espèce de la justice de mon pays, j'ai un mot à dire. Même si les institutions chargées de le faire ont le droit de le faire. La Constitution me donne le droit de m'exprimer sur toutes les questions des sociétés. Mais pas au niveau où ça devient un acharnement. Non, mais qui concernent... Écoutez, quand les gens qui sont en fait censés gérer pour l'intérêt de tout le monde détournent l'argent de l'État, c'est extrêmement grave, monsieur. Ces gens-là, c'est qui, maître? Monsieur Joseph Foutila. Pour ce qui concerne les 15 millions, oui. Le rapport de l'IGF, et je dois vous rappeler que l'IGF, c'est une institution de l'État congolais. Très bien. Dont la charge est aussi d'investiguer sur la gestion de l'argent de l'État. Ce n'est pas un rapport de la ZADO qui a identifié un certain nombre de personnes, 4 personnalités. Qui sont-ils? Les directeurs du cabinet du chef de l'État, un conseiller du ministère... L'actuel chef de l'État. L'actuel chef de l'État. Il n'y a pas de chef d'État ici en République démocratique du Congo. Très bien, allez-y. J'en connais un, c'est M. Félix Tshisekedi. Allez-y. Donc, son directeur de cabinet est mis en cause. Il y a le conseiller au ministère de l'économie, il y a le secrétaire général à l'économie et il y a un conseiller en matière financière, je crois, du ministère des Finances. C'est un rapport de l'État congolais. Alors, pourquoi? Ce n'est pas un rapport de la ZADO. Ce n'est pas un rapport de la CAGE. Ce n'est pas un rapport de la Voix des Sans-Voix. Ça veut dire que l'État congolais lui-même reconnaît que ces personnes-là doivent être mises en cause dans l'affaire de 15 millions. Pourtant, c'est une rétrocommission, comme l'a dit le président de la République. Non, la rétrocommission, un agent de l'État congolais ne peut pas recevoir des fonds à l'occasion de l'accomplissement, n'est-ce pas, de ses fonctions. C'est punissable. Et c'est punissable. La rétrocommission, c'est une corruption, messieurs.
Et je pense que le président de la République... Il l'a lui-même banalisé, le président de la République. Oui, le président... Mais c'est pour ça que nous, les ONG, nous avons le rôle d'interpeller le président de la République. Et le président de la République a eu l'occasion de le dire. Il est serviteur du peuple congolais. Ça veut dire en d'autres termes que c'est notre serviteur. Et comme tout serviteur, il a besoin d'être surveillé par son patron, qui est le peuple congolais, dont moi, je suis l'émanation. Ce n'est pas un acharnement. Non, ce n'est pas un acharnement. Du moment quand la justice, parce que la justice n'est pas active, dans une affaire où le cabinet du chef de l'État est mise en cause, la justice aurait dû agir avec célérité pour permettre à ce que le président de la République en qui le peuple congolais a confiance et que cette confiance est ternie par le fait qu'un des membres de son cabinet est cité dedans, l'affaire devait être jugée avec célérité pour laver le visage, les figures de la présidence de la République. Très bien, maître Jean-Claude Katende. Bon, puisque nous avons soulevé ici ces différentes grandes décisions, 2020, année d'élection, sur quelle base le président Félix est censé répartir selon vous? Je pense que c'est une bonne chose que le président de la République puisse baptiser cette année une année de l'action. Qu'est-ce qui doit être actionné? Ce qui doit être actionné, selon vous, c'est d'abord la lutte contre la corruption. Parce qu'aucun investisseur sérieux ne viendra en République démocratique du Congo s'il n'y a pas un engagement sérieux de la présidence de la République, du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous venons de terminer une année. Dans quelques jours, le président de la République totalisera une année à la tête du pays. Combien d'investisseurs étrangers sont venus? Faisons le bilan. Le président a fait le tour du monde pour convaincre les gens. Mais les gens veulent l'engagement du président et de son gouvernement dans la lutte contre la corruption. Ils finiront peut-être par venir. Non, mais ce n'est pas par coup de baguette magique. Il y a des choses, il y a des conditions qui ont été posées. La lutte contre la corruption. Parce que les investisseurs honnêtes et sérieux ne viendront pas dans un pays corrompu. Dans un pays où on détourne 15 millions de dollars, il n'y a aucune sanction, même pas une suspension administrative. Mais c'est peut-être après les enquêtes de la justice. Non, il faut vous mettre en tête, monsieur Josué Foutila, que dans un pays sérieux, quand une personnalité ou quand des personnalités importantes sont citées dans une affaire aussi sale comme celle de 15 millions, si ces autorités sont sérieuses, la première chose, c'est de démissionner. De dire, je ne suis pas impliqué dans cette affaire pour montrer que je ne suis pas impliqué, que je suis indépendant, je me mets de côté. Si la personnalité ne démissionne pas ou si les personnalités ne démissionnent pas, l'autorité de laquelle ces personnes dépendent doit les suspendre pour en fait les mettre en dehors de l'enquête. Que ces personnalités ne puissent pas jouir de la même autorité, de la même position de nature à influencer les enquêtes. Nous n'en sommes pas là au Congo. Nous n'en sommes pas là. Le président Félix et les ministres concernés auraient dû suspendre ces personnes citées dans l'affaire des 15 millions. Nous avons aujourd'hui l'affaire de 200 millions d'euros qui concerne la GECAMIN. Et vous savez que l'autorité qui nomme les responsables de la GECAMIN, c'est le président de la République. Il aurait pu suspendre monsieur Yuma et son adjoint ou son collègue qui gère la GECAMIN pour permettre à ce que... J'ai fini pour dire que c'est pour permettre à ce que la justice s'efface dans des conditions de transparence, d'indépendance. Mais ils sont toujours en fonction. Mais de quelle action dont on nous parle? C'est ces genres d'actions dont nous avons besoin pour démontrer que le président de la République est vraiment à la commande, pour démontrer que le président de la République contrôle et qui n'a pas besoin des personnes trempées dans des scandales économico-financiers. Alors, puisqu'il n'y a pas sanction, même de la part de l'autorité, auprès de qui dépendent toutes ces personnes, pensez-vous que le président Félix est pleinement président?
Ma réponse est claire. Le président Félix est pleinement président. Et il exerce ses attributions dans le cadre circonscrit par la Constitution de la République. Et cette Constitution reconnaît au président de la République des fonctions qui lui sont propres et des fonctions qu'il ne peut exercer qu'en collaboration avec ceux qui détiennent la majorité. Et c'est des fois là où il y a problème et les gens estiment que le président Félix n'est pas pleinement président parce qu'il doit collaborer avec la majorité détenue par les FCC pour notamment nommer les ambassadeurs, nommer les juges, changer des procureurs, nommer des généraux. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo qui met ces obstacles. Et le président de la République a le devoir de remplir pleinement ses fonctions dans le cadre circonscrit par la Constitution. Alors maintenant, dans les cas où, c'est peut-être la dernière question, les ordonnances sont bloquées depuis plus de 6 mois, c'est un domaine pleinement réservé au président de la République. Il l'est toujours pleinement. En ce qui concerne les ordonnances, JCAMIN, SNCC, je pense que toutes les formalités requises ont été réalisées à l'époque de l'ancien Premier ministre Tshibala. Tshibala, oui. Ce que le président de la République aurait dû faire, mais je sais que c'est un homme bon, qui ne veut pas de la confrontation. Mais il faut aussi dire que nous avons besoin d'un président et non pas d'un pasteur. Les pasteurs au Congo, il y en a déjà beaucoup. Ça veut dire en d'autres termes que le président de la République a le devoir de recourir à tous les moyens qui sont mis à sa disposition par la Constitution pour agir. Même la confrontation. Dans le cas d'espèce, le président de la République pouvait dépêcher le Premier ministre selon le principe qui veut que celui qui peut le plus, peut le moins, à la JCAMIN et à la SNCC pour notifier tous ces... Mais c'est une ordonnance qui n'a pas contresigné. Non, si. Le Premier ministre? Si. Non, je parle de Tshibala, parce que ces ordonnances ont été prises à l'époque de Tshibala. Oui. À cette époque-là, le président de la République, quand il avait constaté que la ministre du portefeuille ne voulait pas s'exécuter, il aurait pu les demander au Premier ministre. Le Premier ministre descendrait à Lubumbashi, notifierait les autorités de la SNCC et de la JCAMIN et prendrait des dispositions avec la police pour que toutes les personnes qui ont été révoquées de leurs fonctions n'accèdent plus au bâtiment de la JCAMIN ni de la SNCC. Mais notre président, comme vous le savez, c'est quelqu'un de bon. Il ne veut pas ce genre de confrontation dans son partenariat avec les FCC, avec l'ancien président Kabila. Nous les comprenons, mais quelque part, ça touche quand même à son autorité. Ça touche à son autorité. Et c'est là que d'autres Congolais disent que le président de la République n'est pas pleinement président. Et ça, je crois que c'est de sa faute. Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende. Vous avez répondu sans tabou à toutes nos questions. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion. Très bien. Alors, à vous également, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, merci de votre attention. L'heure des questions, c'est cette émission de redevabilité et des bilans après au cœur des élections, bien entendu. Le numéro a été consacré au bilan l'année 2019. Question de soulever les grandes décisions à partir desquelles le président de la République peut se relancer. Nous vous disons un grand merci, meilleurs vœux et restez bénis au programme de Siloé TV. Merci beaucoup, Maître. Merci.